Alors je ne sais pas si j'ai quitté mon confort, mais en tout cas j'en ai trouvé un autre, celui de l'accueil qui m'a été réservé ici à Kinshasa. Moi, ce qui me motive, c'est le partage, c'est l'échange, c'est rencontrer des gens nouveaux, différents, des plus jeunes, des plus vieux, des gens avec lesquels je vais échanger, des gens que je vais observer, desquels je vais apprendre et avec lesquels je vais peut-être leur apprendre quelque chose. Il se trouve que la communauté congolaise, c'est ma plus forte communauté sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était absolument évident à un moment qu'il fallait que je vienne la rencontrer. Il se trouve que Giscard Mido d'Antique Communication m'a lancé une invitation qu'il avait décidé de mener à terme. Il a mis la volonté, la persévérance pour y parvenir. Et là, il m'a proposé de venir, il m'a accueilli, c'est formidable et ça me suffit comme motivation. Il y en a eu beaucoup en réalité, mais ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est de voir la force et le dynamisme de l'accueil des gens qui ont pris de leur temps, de leur argent pour venir assister à la masterclass qui était organisée et de voir voilà l'engouement et l'effervescence. On a fait plusieurs heures de photos après les échanges sur scène. Donc c'est ça, c'est cette chaleur humaine, ce dynamisme qui est extrêmement touchant. Ça m'honore de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps, qui dépensent de l'argent pour venir me rencontrer, pour venir m'écouter. Je trouve ça incroyable, je trouve ça très touchant. Je leur en suis très reconnaissant et ça fait vraiment partie des choses qui me touchent le plus dans la vie, quoi. Peut-être que une anecdote, elle est liée peut-être au ministre Patrick Mouyaya, parce que ça faisait longtemps qu'il espérait me voir venir en RDC et à Kinshasa. Plusieurs opportunités se sont présentées, mais il y a toujours eu un incident ou des circonstances extérieures qui ont fait que c'était pas possible. Finalement, voilà, je suis là. Ça s'est organisé différemment de la façon dont on avait pu l'imaginer. Ça s'est aussi organisé avec lui, en tout cas en sa présence. Et donc voilà, c'est une personne que j'estime beaucoup. C'est un excellent communicant. J'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de communicants très intéressant et passionné pendant ce court séjour. J'étais très heureux que ça puisse se faire aussi dans ces circonstances. J'ai un vécu à partager. Et mon vécu, c'est de me rendre compte que d'abord, on fait un métier dans la communication qui manque parfois de la juste considération que nous devrions avoir. Moi, ma mission, si j'ai une mission quelque part, c'est de dire aux plus jeunes d'y croire, de ne pas avoir peur, de croire à leur métier, et puis aux plus anciens, de leur rappeler qu'ils ont une responsabilité, ils ont une autorité. C'est leur rôle, c'est notre rôle, mais c'est pas seulement le mien, d'expliquer que la communication, c'est un métier, d'expliquer pourquoi. On doit faire preuve d'autorité, mais on doit aussi faire preuve de pédagogie. Là, la communication, c'est un métier comme tous les autres dans l'entreprise, dans les organisations. Alors, c'est peut-être un des plus récents, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins connu que d'autres métiers. C'est un métier dans lequel il y a une part d'affectif, il y a le j'aime pas. Ça, en communication, il faut lutter contre le j'aime pas, mais en tout cas, il existe, donc il faut faire avec. Là, on n'est pas là pour faire plaisir, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour servir des objectifs, on est là pour être efficace, on est là pour avoir une vision, on est là pour servir une stratégie. C'est ça qu'il faut mobiliser, on doit mobiliser notre esprit toujours sur ses fondamentaux et donc l'expliquer aux plus jeunes et leur donner confiance en vie et surtout de ne pas avoir peur d'avancer et puis réconforter les anciens comme moi. Parfois on se sent un peu seul dans notre boulot et donc quand on se rencontre entre pairs, on se rassure, on se conforte et on sait que notre métier est important, qu'il l'est de plus en plus, on est de plus en plus dans une ère de communication. La communication de crise est aussi de plus en plus présente. Peut-être que la crise, c'est aussi l'avenir de la communication parce que là, il y a souvent moins d'amateurs, moins de touristes de la communication dès qu'on parle de crise. Quand il s'agit de décider si un logo est beau en bleu ou en rouge, là, il y a des gens qui ont des avis. Quand il s'agit de prendre une décision importante parce qu'il y a un risque énorme en situation de crise, là, on dit, il y a les professionnels de la communication, il faut les laisser faire. Donc voilà, c'est tout ça que je suis venu partager parce que c'est aussi mon expérience depuis plus de 35 ans dans le public et dans le privé et aujourd'hui comme entrepreneur. Alors déjà, je pense pas qu'il y ait une nuance, une différence entre la situation de la communication en Afrique et dans le reste du monde, en tout cas dans le reste du monde francophone que je connais bien. Je connais aussi assez bien la situation de la communication en Afrique parce que je me suis déjà rendu à plusieurs reprises dans certains pays, la Guinée, le Gabon, le Togo, le Bénin, aujourd'hui la RDC. Et puis il y a environ 6 mois, j'ai mené une grande enquête auprès des communicants africains francophones, justement pour essayer de bien les connaître, savoir qui ils sont, comment ils sont formés, où ils sont formés, quels sont leurs travails, quel est leur quotidien, quels sont leurs freins, quelle est leur vision de l'avenir. Et j'ai réalisé qu'ils étaient tous à égalité et à égalité avec notamment par exemple des communicants français. Ils rencontrent les mêmes difficultés, ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes forces, mais ils ont aussi les mêmes freins. Donc on est tous égaux et personne n'est en avance ou en retard. Donc ça c'est déjà important de le signaler parce que ça peut aussi casser parfois certaines images caricaturales. Il y a une énergie qui est folle, il y a énormément d'agences qui se créent, le digital, la communication, notamment
notamment en Afrique, mais pas seulement, elle est beaucoup portée par le digital et cette étude a montré ça. Je fais une petite parenthèse sur cette étude qui a une spécificité qui est propre à ce continent, c'est que l'ensemble des communicants du continent, en fait, travaillent, œuvrent pour une même marque, pour leur marque, mais aussi au-delà de ça, pour une même marque qui est la marque Afrique. Il n'y a pas d'autres continents où ça existe. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau et de très intéressant parce qu'il y a aussi un besoin certain de changement de narratif, de fierté. C'est un continent où beaucoup de gens s'imaginent moins bons, moins forts, moins bien que d'autres parce que d'autres personnes venues d'ailleurs leur expliquent depuis des années qu'ils sont moins bien. Et eux, ils ont décidé de prendre leur image et leur sort en main et de décider justement en changeant de narratif parce que c'est eux maintenant qui disent qui ils sont et qui racontent leur histoire, ce qu'ils sont. Aussi, c'était ma volonté de vouloir présenter ce changement de narratif et montrer notamment dans mon pays, grâce à cette étude, ce qu'était la réalité de la communication en Afrique et que les Africains n'ont à avoir aucun complexe par rapport aux Français par exemple et les Français ont plutôt intérêt à se bouger les fesses et à travailler pour ne pas se faire dépasser parce que il y a des gens bien plus brillants et bien plus intéressants dans les nouvelles générations qui arrivent, peut-être même dans les anciennes et donc il y a une vraie compétition, pas une guerre du tout, mais une compétition parce que la compétence elle est là, la volonté, l'énergie et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, il y a presque plus de questions d'argent. Donc c'est la créativité, c'est l'intelligence qui prime. Et là, on est tous égaux parce qu'on est tous faits du même bois avec le même sang. Donc attention les anciens. Il y a la jeunesse qui arrive et de la jeunesse, il y en a beaucoup en Afrique. Donc ça, c'est un des enseignements de cette étude. Je pense que en matière de communication, on peut pratiquement toujours dire qu'il reste encore tout à faire parce que ça évolue tellement vite qu'il y a toujours des choses nouvelles à faire. Après, ce sont des choix de business, de plutôt communiquer, de peu communiquer. Ça dépend des secteurs, ça dépend des activités, ça dépend des dirigeants. Est-ce que je suis à la tête d'une entreprise familiale? Est-ce que je suis un artisan? Est-ce que je suis à la tête d'un grand groupe? Voilà, quels sont les enjeux? Quels sont les besoins? La question, elle est très large et la réponse est tout aussi large. Il n'y a pas une réponse précise à pouvoir donner, mais je pense que quelque part, il y a tout à faire. Non pas qu'on parte de zéro, mais parce que quelque part, on revient toujours à zéro. Et donc, il faut recommencer ce travail. Et la communication, je le rappelle, c'est du travail. C'est pas une activité, c'est pas un loisir, c'est du travail. C'est pour ça qu'il faut être professionnel, c'est pour ça qu'il faut être formé, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'expérience. C'est comme ça qu'on peut valoriser de l'expertise, aussi se faire respecter, avoir de l'autorité et puis donner un bénéfice, donner du pouvoir. La communication, ça donne du pouvoir à une marque, à un service, à un dirigeant, à une personnalité. C'est ça la beauté de notre travail et l'exigence de ce travail. Je pense que les hommes politiques l'ont plutôt bien compris que ça donnait du pouvoir. Et c'est souvent le monde économique qui s'en rend moins bien compte. Et parfois même dans le monde économique, au sein des entreprises, il y a des gens qui ont peur que la communication prenne le pouvoir. Non, la communication, elle ne prend pas le pouvoir, elle le donne. Et faut-il lui donner les moyens de offrir son service et la puissance de ce que représente la communication. J'ai le sentiment que les défis sont les mêmes partout. J'ai pas le sentiment qu'il y ait de grandes spécificités d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Alors, soit on est tous spécifiques, soit on ne l'est pas vraiment. Donc, il y a toujours des nuances. Je l'ai évoqué sur un secteur d'activité, sur la dimension d'une entreprise, sur le fait d'être une institution publique ou une organisation privée. Mais les défis en matière de communication, ils sont toujours les mêmes. Et je pense que le principal défi, en fait, c'est de faire des choix et de décider. Parce qu'il y a tellement d'opportunités, de possibilités de communication qu'il faut avoir une bonne stratégie, il faut avoir une vision et s'inscrire dans cette vision et donc faire un choix. Je ne vais pas communiquer sur tout, je ne vais pas communiquer de tout, mais je vais prendre des positions, je vais prendre des engagements. Communiquer, c'est s'engager, c'est prendre des risques, et c'est aussi décider d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Donc savoir où on va, c'est ça la stratégie et la vision. Je sais où je vais, parce que je peux marcher, j'irai quelque part, mais si je sais où je veux aller, j'ai quand même plus de chances d'atteindre la bonne destination. Donc c'est cette question de choix. C'est assez conceptuel peut-être comme réponse, et vraiment il faut faire des choix. Je ne vais pas être sur tous les supports, je ne vais pas être dans tous les médias, je ne vais pas parler de tout ce que fait mon entreprise ou mon organisation ou ma personne si je suis une personnalité publique. Il faut que j'écrive une histoire, il faut que j'écrive un storytelling, il faut que je décide d'un narratif et donc il faut que je fasse des choix, que je m'y limite et que je me concentre pour essayer justement d'être vu, d'être identifié, d'être compris, qu'on comprenne ma singularité, ma spécificité et pourquoi mon histoire n'est pas la même que la tienne, n'est pas la même que Giscard, que n'est pas la même d'un autre interlocuteur. Quelque part, nous avons tous la même histoire, mais on a chacun notre propre singularité et c'est ce qui va faire notre différence dans notre communication. C'est exactement la même chose pour une organisation. Sur 10 banques, les 10 banques n'ont pas une histoire différente à raconter, mais elles ont certainement des singularités et c'est ça qu'elles doivent mettre en avant pour se distinguer les unes des autres. Et il y a une banque qui va mieux communiquer qu'une autre, il y en a une qui ne va pas communiquer du tout, mais qui fera peut-être quand même des affaires, mais peut-être pas les mêmes. Et puis une autre qui va performer, qui va exploser, qui va s'exporter. Et parce que ça va être leur choix de communication qui vont leur permettre d'avoir un avenir différent.
Alors déjà, la diversité, c'est même pas une question d'échanges internationaux encore. Ça, c'est l'étape suivante. La diversité, c'est la chose la plus importante et c'est la richesse la plus forte qu'on puisse avoir dans une société. Et souvent, la diversité, je prends l'exemple des doigts de la main. On n'a pas 5 doigts identiques, on a 5 doigts différents. Et c'est parce qu'on a 5 doigts différents qu'on peut écrire, qu'on peut manger avec des baguettes, qu'on peut dessiner, qu'on peut grimper à un rocher. C'est nos 5 doigts différents dans chaque main. C'est ça que représente la diversité. Donc moi, j'ai toujours œuvré pour avoir autour de moi beaucoup de diversité. Et cette diversité, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des anciens. C'est des gens qui ont des origines différentes, des origines sociales, des origines géographiques, des origines culturelles, des origines religieuses. Mais c'est des gens qui peuvent apporter quelque chose de différent et donc de complémentaire et donc enrichir le travail d'une équipe. La difficulté dans le management, c'est aussi de trouver des gens qui soient suffisamment différents, suffisamment forts, mais qu'il n'y ait pas des gens trop forts qui viennent écraser par leur personnalité d'autres personnes. Ça, c'est la difficulté, mais c'est pas qu'une question de diversité, c'est une question de management tout court. Et sinon, la diversité, c'est pour moi la chose la plus essentielle. C'est pour ça qu'on a toujours vu dans mes équipes un sentiment de publicité Benetton, avec une représentation du monde. C'est pas une représentation pour l'image, c'est une représentation pour l'intérêt. Après, je vais chercher les personnes les plus intéressantes, les plus compétentes. Je ne recrute pas une personne pour l'image qu'elle a ou qu'elle peut donner à mon équipe, mais parce qu'elle a des compétences. Normalement, je vais en chercher partout, y compris là où c'est difficile. Parfois, on m'explique que je pense notamment aux travailleurs handicapés. En France, c'est assez compliqué de recruter des travailleurs handicapés, mais c'est pas compliqué si on décide d'aller en chercher. C'est compliqué si on attend qu'ils viennent par eux-mêmes, parce que la démarche va être compliquée. Donc, c'est un choix politique de décider d'avoir dans son équipe beaucoup de diversité et toute la diversité et toute la représentativité de la société. Et après, quand on est dans des équipes internationales, c'est presque plus facile parce que la diversité s'impose par elle-même. Mais je vois souvent dans les organisations et dans les grandes entreprises que la diversité, elle existe à un certain niveau, notamment les entreprises internationales, parce qu'il y a des gens du monde entier. Donc, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les religions, parce que le monde est ainsi fait. Mais que souvent, plus on monte dans les strates de direction, eh bien moins la diversité existe. Et souvent, au niveau du board ou du comité exécutif, il y a beaucoup moins de diversité. Ça, il faut aussi lutter contre ça. La diversité, elle doit être à tous les étages. Elle n'est pas réservée à une strate de l'organisation de la société. Elle doit être partout parce que c'est juste la vie, quoi. C'est juste normal. Moi, j'ai consacré ma vie à la lutte contre les discriminations. Et c'est un sujet sur lequel je reste très sensible. Et c'est sur un sujet où j'embarrasse beaucoup de gens. J'embarrasse beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quand je dis qu'il faut lutter contre les discriminations, il faut lutter pourquoi? Parce que la discrimination, c'est une injustice. Et les injustices, on ne les hiérarchise pas. C'est-à-dire que quand on lutte contre les discriminations, on doit lutter contre toutes les discriminations, pas celles qui vous dérangent, et on laisse de côté celles qui vous arrangent. Et ça parfois, ça dérange certaines personnes, parce qu'on a envie de lutter contre une situation qui vous intéresse, qui vous interroge, qui vous préoccupe. Mais il y en a d'autres, finalement, des discriminations qui vous dérangent pas trop, et même parfois qui vous arrangent. Et ça, c'est pas sincère. Donc, si on veut lutter contre l'injustice et les discriminations, et c'est ce qui amène aussi à garantir de la diversité dans l'entreprise, alors il faut lutter contre toutes les discriminations, et pas seulement celles qui vous arrangent. Alors, je pense que communication et entrepreneuriat, ce sont deux choses assez différentes. Je pense que pour être entrepreneur, il faut être un peu fou parce qu'il faut être capable de se projeter au-delà du raisonnable. Et je pense que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui ont cette folie en eux et qui acceptent de prendre des risques et qui acceptent que tout ne soit pas sécurisé autour d'eux. Alors, ça peut être des gens très organisés, des gens qui font attention à beaucoup de choses, mais qui quand même ont cette capacité, cette force à prendre ce risque, à se lancer sans toujours forcément savoir où ils vont arriver. Ou alors ils ont la vision de l'objectif final, ils ne savent pas forcément le chemin qu'ils vont prendre. Ils vont peut-être d'ailleurs changer de chemin en cours de route, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles à franchir. Alors ils savent peut-être où ils vont aller, mais en tout cas ils savent pas toujours comment ils vont y aller. Le communicant, c'est un parcours un peu différent. Alors je sais pas s'il faut de la folie ou pas, c'est pas en tout cas la qualité première que j'imagine chez le communicant. Le communicant, lui, ça n'est pas en opposition à l'entrepreneur. Je pense que le communicant, ça doit d'abord être quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui aime écouter, qui aime observer, qui aime apprendre, qui aime se nourrir des autres. Si on n'aime pas les autres, je vois pas comment on peut faire de la communication, parce que communiquer, c'est créer de la relation. Et comment je peux créer de la relation avec toi si tu ne m'intéresses pas et que je n'ai pas envie de m'intéresser à toi? Donc ça me paraît être une des premières qualités. Et ça, c'est une qualité qui peut se travailler, mais qui peut se développer, donc se travailler, se développer, mais elle ne peut pas s'apprendre. Donc je pense qu'une personne qui n'a pas cette qualité personnelle aura des difficultés en communication. Peut-être qu'elle pourra exercer certains métiers de la communication qui sont très techniques, par exemple, et qui nécessitent moins de niveau d'empathie, mais ça sera plus compliqué de piloter de la communication de façon générale. Après, il y a d'autres compétences, qualités qui
peuvent s'apprendre et ou qui peuvent se développer, notamment le sens politique. Alors le sens politique, c'est pas non plus quelque chose qui s'apprend vraiment, mais on peut le développer. C'est cette capacité formelle et informelle à avoir des relations avec des gens, mais ça participe aussi à la compréhension et à l'empathie. Il y a le sens créatif. On ne peut pas faire de la communication si on n'est pas créatif. Ça ne veut pas dire qu'on est soi-même capable de créer, mais ça veut dire qu'on est capable d'avoir la vision d'une création. Après, on peut avoir recours à des gens dont c'est le métier de créer, que ce soit de la vidéo, de la photo, de l'exécution graphique, du web design. Si on n'est pas capable d'avoir une vision de ce que peut être une création, alors on va avoir des difficultés à avoir un métier ou un pilotage général dans la communication. J'en vois deux autres, ou trois même. L'intelligence de la marque, avoir l'intelligence de la marque, ce n'est pas une des compétences les plus fortes dans la culture, j'ai envie de dire, francophone ou latine, beaucoup plus les anglo-saxons qui ont cette culture de la marque. Mais il faut que nous apprenions et que nous travaillions sur ce qu'est une marque. Une marque, c'est pas seulement un nom ou un logo, c'est tout un environnement, ce sont des sons, ce sont des images, c'est de l'identité, ce sont des personnes qui l'incarnent, c'est une histoire, c'est des valeurs, c'est beaucoup de choses qui font qu'une marque existe et peut être forte. Ça, on a peu ou pas suffisamment cette culture de la marque. Le fait d'être un stratège des relations de presse, ça me paraît très important, notamment à l'ère des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne sont pas venus tout remplacer et maintenant on annule tout, il n'y a plus que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus se rajouter, donc ils sont très importants. Je ne néglige pas l'importance et le poids des réseaux sociaux, mais c'est pas à la place d'eux, c'est en plus d'eux. Et la presse reste quand même fournit les médias de masse et c'est quand même ce qui touche le plus l'opinion et les populations. Donc on ne peut pas se priver de la presse et donc être un vrai stratège des relations presse, c'est vraiment un plus en communication. La dernière compétence clé, j'ai envie de dire, c'est d'être un digital natif. A priori, avec une barbe grise, je ne suis pas un digital natif et je ne pense pas que ce soit qu'une question d'âge, c'est aussi une question d'attitude, de comportement, de curiosité. Si on est un communicant, on est curieux et la curiosité, c'est pas une question d'âge. On a envie d'apprendre, on a envie de comprendre et être digital natif, c'est un élément clé. Ne pas l'être, c'est devenu un vrai handicap aujourd'hui pour les gens de ma génération, mais éventuellement aussi pour des plus jeunes qui sont peut-être nés avec un smartphone dans la main, mais qui sont pas pour autant digital natifs. J'ai envie de reprendre un conseil qui n'est pas de moi, mais qui a été donné pendant ces 2 jours de masterclass et qui est de ne pas avoir peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que la peur n'évite pas le danger. C'est déjà une bonne règle en communication de crise, mais c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat et dans la vie de façon générale. En fait, avoir le courage d'affronter les difficultés, c'est plus rapidement régler et dépasser les difficultés. Donc c'est vrai quand on crée une entreprise, c'est vrai quand on commence dans un métier comme celui de la communication, c'est vrai quand on touche des domaines de la communication qu'on ne connaît pas encore, eh bien il faut se renseigner, il faut écouter, il faut regarder, il faut apprendre, mais il faut aussi foncer, il faut aussi y aller. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que la peur soit un prétexte pour ne pas faire les choses, parce que si on a peur et qu'on utilise ce prétexte, alors on ne fait rien, alors on ne fera rien, alors on ne deviendra rien. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont certainement pas envie d'être paresseux, enfin en tout cas c'est pas comme ça que je les vois ni que je les imagine. Donc ils ont envie de faire des choses, il faut qu'on les encourage à faire, il faut leur montrer, ils ont besoin de rôle modèles, ils ont besoin de gens qui leur expliquent, ils ont aussi besoin de bousculer les codes, de venir montrer qu'ils savent mieux que d'autres. On a tous été jeunes et on a tous à un moment ce sentiment, et puis après il y a un peu de sagesse qui s'installe. Mais en tout cas, surtout, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller au fond de ses idées, au fond de sa motivation, de sa volonté. Et c'est comme ça qu'on peut être amené à réussir. Parce que la réussite, elle ne tombe pas toute seule. C'est comme la chance. La chance, on ne la rencontre pas, on la provoque. Et on la provoque notamment par le travail, pour ce qui est du sujet qui nous concerne, tant dans l'entrepreneuriat que dans la communication. N'ayez pas peur, travaillez. Là, comme je l'ai dit, c'est pas une activité de loisir, c'est un travail, et c'est un très beau travail. C'est un travail dans lequel on prend du plaisir, on trouve du bonheur, on rencontre beaucoup de gens. Donc c'est un merveilleux métier que je vous encourage à faire et à poursuivre, parce que moi je vais laisser les jeunes faire, mais j'ai envie de voir encore de très belles choses, j'ai envie d'être épaté par ce que feront les jeunes en France, en Afrique, sur tous les continents, de toutes les générations. J'ai envie de découvrir et de m'émerveiller de ce que feront les générations futures de ce métier.